Je voudrais faire un petit retour sur l'élection présidentielle 2022, suite aux nombreuses réactions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, etc. On peut constater clairement que le pouvoir en place et l'opposition contrôlée, consciente ou inconsciente d'être opposition contrôlée, agissent tous dans un même sens. Focaliser la masse contre un ennemi commun qui s'appellera abstentionniste, complotiste, en fonction des partis représentés, et polariser donc ces populations afin de les garder ignorantes du système dans lequel chacun de nous évoluons, qu'on soit abstentionniste ou pas, ignorant de ce qu'est la réalité de la République, de comment s'est constituée la République, qui a constitué la République et pourquoi la République a été constituée. Donc, des points importants que les gens devraient peut-être étudier d'un peu plus près à partir de la Révolution française jusqu'à la Troisième République qui fut le point final de l'opposition entre royalistes qui sont historiquement la droite, une droite divisée donc en deux parties, en deux droites, à savoir une droite légitimiste, droite royaliste légitimiste, et une droite royaliste légaliste, qui se battaient l'un et l'autre, majoritaires dans les chambres des représentants, et qui se battaient donc pour pouvoir chacune d'entre elles décider du roi qu'elles allaient mettre sur le trône. Certains préférant garder le trône à la légitimité de l'hérédité, et les autres voulant placer le roi qu'allait les arranger. Et donc la Troisième République a mis fin à ça grâce à Thiers, qui eut l'idée de rassembler autour de lui une minorité de marchands au départ, de banquiers, de quelques aristocrates ignobles, ci-devant, donc, et de créer son parti de centre-gauche afin de proposer à ces donc deux camps royalistes, ces deux camps de droite, de leur proposer une alternative républicaine qui, qui dans son esprit et dans ses explications était le meilleur système pour pouvoir faire tenir les masses tranquilles. Cartier avait à l'esprit donc les essais de vote de scrutin universel faits durant la Deuxième République. Et, et donc, petit à petit, avec son centre-gauche, il a réussi, notamment grâce à la déclaration de la guerre contre la Prusse en 1870 et des réactions populaires qui refusaient la capitulation voulue par tous ces notables encore au pouvoir, ont fait quelque part se déclencher le mouvement de la commune. Cette population excédée et qui ne voulait pas capituler comme le voulait le pouvoir en place. Et cette république qui aurait dû être provisoire dans l'esprit donc des royalistes et qui finalement s'installera définitivement. Les, les aristocrates donc royalistes
venant rapidement par la suite à comprendre l'intérêt de la République et d'un suffrage facilement manipulable par les notables, le clergé et les petits seigneurs locaux qui grâce à la peur de la guerre, grâce à la peur dans les campagnes de ceux qu'on appelait les communards, permettaient d'influencer le scrutin et mettre en place quelque part ceux qui avaient le plus intérêt au pouvoir marchand. C'est d'ailleurs pour ça où j'invite les gens à se renseigner sur la Troisième République, sur la Deuxième et Troisième République qui évoquent ces points-là de manière très intéressante et qui sont un éclairage pour tous ceux qui sont ignorants de ce qu'est la République. Car on pourrait notamment citer dans l'idée de Thiers cette réflexion qu'il avait auprès des partis de la Chambre, donc royalistes, et qui consistait à dire que le pouvoir royal dans les mains d'un seul roi, c'était la volonté d'un homme contre la volonté de plusieurs millions d'individus qui pouvaient se retourner et renverser ce roi. Alors qu'une république était nettement plus difficile à renverser à partir du moment où c'était la dite volonté nationale qui s'exprimait au travers d'un suffrage. Et que donc chaque individu qui s'opposerait à cette république deviendrait ennemi de la république et pourrait être du coup traité de non-patriote, de séditieux, d'être traité comme un criminel, d'être enfermé, voire d'être assassiné. Donc l'intérêt pour ces gens-là était donc de la République. Mais surtout ce que je voudrais amener peut-être les gens à réfléchir autrement, c'est dans cette opposition qu'on nous a mis devant les yeux pendant toute cette élection présidentielle et surtout autour du deuxième tour, c'est une opposition qui serait d'extrême droite contre une forme de droite de gauche, un centre gauche. Alors que la réalité, c'est que en France, depuis donc Thiers et sa Troisième République, il n'y a jamais eu de gauche au sens où la population l'entend. Une gauche qui défendrait l'intérêt social, l'intérêt des classes populaires. Alors qu'en réalité, le centre-gauche, qui n'était qu'un parti de marchands, qui est venu s'insinuer en tant que minorité entre ces deux droites royalistes, étaient que des gens de pensée de droite qui estimaient que la richesse et l'accumulation de toujours plus de richesses étaient pour les déjà riches. Et leur intérêt, eux, pour la République était qu'en tant que non nobles, ils ne pouvaient pas prétendre au poste réservé à l'aristocratie, qui étaient donc ceux qui voulaient le retour d'un roi légitime ou légal. Et donc ce centre-gauche, ce qu'il faut avoir surtout à l'esprit, quand on nous présente donc cette opposition extrême droite incarnée par Marine Le Pen et le centre-gauche, centre-droit maintenant ils disent, mais en réalité c'est la même chose, sont les partis, le parti qui depuis la Commune et même avant sont ceux issus les riches de classe populaire qui pour atteindre les places au plus haut du pouvoir avaient besoin donc d'installer un régime qui allait en finir une bonne fois pour toutes avec la royauté. Et ce qu'on voit clairement, c'est que
la population, les prolétaires, les travailleurs, le peuple, à chaque fois qu'il a été massacré, ça a toujours été par les décisions et la direction de ce fameux centre-gauche. Ces gens qui se disent républicains, mais une république taillée sur mesure à leurs espérances, à leur accumulation de richesses donc. Et ils n'ont jamais été, malgré qu'ils puissent se dire de gauche, ils n'ont jamais été de la gauche au sens où on l'entend, du fait que la gauche n'a jamais existé en France. Donc aujourd'hui, d'avoir une opposition qui se fasse entre ce parti du centre et ce parti d'extrême droite, c'est en réalité de diviser la population et de ne présenter aucun représentant qui pourrait être légitime pour la population. Et d'autres points peuvent aussi nous éclairer sur ce constat au niveau de l'observation des chiffres qui nous sont donnés pour l'élection. On voit bien toutes ces manipulations autour des chiffres, autour de tous ceux qui pensent que c'est la majorité qui décide pour pour le, pour le pays. On s'aperçoit bien que c'est de la fumisterie, mais on inverse dans la pensée des gens ce qu'est la majorité. On prend une majorité exprimée alors que la réelle majorité dans le pays est la majorité des gens qui ne souhaitent pas s'exprimer et donner leur voix à ce système, avec un nombre d'abstentionnistes qui représente 13 millions, et ce sans compter sur les 49 millions d'inscrits, les 5% donc qui sont non inscrits, qui représentent quand même 2,5 millions d'individus supplémentaires, et sans prendre en compte que sur les 12 candidats, si on compte ceux qui n'ont pas validé la candidature des 3 candidats arrivés en tête, donc Macron, Le Pen, Mélenchon, il y a plus de 70% de la population qui s'est déplacée voter, donc qui n'a choisi aucun de ces 3 candidats arrivés en tête. Et donc, sur ce nombre, si on prend les trois arrivés en tête, à eux trois, ils totalisent donc 24 millions de voix sur 36 millions de votants. Il y a 12 millions de votants qui n'ont choisi aucun de ces candidats-là. Donc si on ajoute ces 12 millions qui n'ont choisi, qui ont refusé leur voix à ces 3 candidats du système, et qu'on les ajoute donc aux 13 millions, on s'aperçoit qu'on a 25 millions d'individus qui ne veulent pas de ces 3 candidats et des 2 finalistes pour lesquels après on nous demande de choisir, de départager. Alors que ce n'est le choix pour l'un et pour l'autre que de 9 millions d'individus. Alors que 25 millions se sont prononcés clairement contre eux, et sans compter ceux qui ont voté par dépit, quoi. Donc quand on reproche aux abstentionnistes d'être responsables de l'élection Macron, ou si ça avait été le cas de l'élection de Marine Le Pen, à un moment donné, il faudrait peut-être que les gens se remettent à réfléchir. Ils avalisent la légitimité du candidat donc élu, alors qu'il représente 9 millions de voix. Dans leur tête, ce candidat-là serait majoritaire, alors que 13 millions d'individus n'ont même pas jugé utile de se déplacer pour porter leur voix sur aucun des 12 candidats, et que sur les 36 millions, 12 millions ont donné leur voix à un autre que ces 2 finalistes. Enfin,
si on compte Mélenchon, des trois arrivés en tête. Donc la majorité est clairement exprimée en réalité. La majorité ne souhaitait pas avoir que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième comme président de la République. Donc quand on a Mélenchon maintenant qui nous fait son cinéma du troisième tour, tout ça, machin, qui se voit bien Premier ministre, comme si c'est les législatives qui allaient choisir le Premier ministre, c'est vraiment continuer d'endormir les gens. Alors qu'en réalité, il n'est là, Mélenchon, que pour soutenir la candidature de Macron. Comment expliquer que ce mec-là, qui se dit un opposant qui se voudrait être un opposant à la mondialisation, appelle les gens alors qu'il même pas finaliste, le gars. Il a 80% des gens qui ont voté qui sont contre lui, qui ne le voient pas, qui le voient pas président, qui ne lui ont pas donné sa voix, mais qui appellent les gens comme si c'était lui qui avait les vérités, qui les appelle à voter pour le candidat qui lui va l'arranger, quoi. Qu'est-ce qu'il cherche à conserver? Il cherche à conserver le pire des candidats pour avoir lui une légitimité à se représenter dans la lutte pour les ouvriers, alors qu'il les méprise. Comment on peut percevoir ce parti qui a près de 70 voire 75% de son programme identique à celui du RN, appelé pour un candidat avec qui il ne se retrouve que sur 20% du programme? Donc la réalité, c'est qu'en tant que franc-maçon, il a clairement choisi son camp. Et le but de cette opposition est de diviser les Français qui pourraient voter pour un programme dit populiste et qui aurait pu tout écraser du coup sur son passage. Donc quelque part, en appelant au racisme et ainsi de suite, il, il divise les voix de la population, qui sont déjà bien divisées. Car sur les trois premiers candidats, ils sont encore minoritaires par rapport aux 25 millions qui se sont clairement exprimés contre ces trois-là. Faut comprendre la République qui s'est construite sur le DEM. Il y a à un moment donné, faut ouvrir les yeux, faut prendre le temps de réapprendre notre histoire. L'histoire de la France, l'histoire de cette fausse république. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple s'est toujours fait massacrer par ceux qui se disent républicains. Les pires massacres de la population, que ce soit 1848, 1871, 14-18, 39-45, sont toujours produits quand ce dit centre-gauche, ce dit centre, ces républicains ont été au pouvoir. C'est eux qu'on massacrait le plus, qu'on fait massacrer le plus de Français. Donc de dire que le danger était Marine Le Pen, sans comprendre ce qu'est la réalité du centre-gauche, sans comprendre qui était tiers, sans comprendre les dictatures militaires qui ont suivi ces républicains, on ne peut pas comprendre et se politiser comme on devrait l'entendre. Car répéter la réflexion reflet d'une pensée mûrie par d'autres que vous-même, ce n'est pas penser par vous-même. Vous ne faites qu'être un reflet brisé, déformé de vérités mensongères qui ne sont qu'interprétations pour diviser les populations. Il faut prendre le temps d'étudier la période de 1848, la Deuxième République avec Lamartine, la révolution des capacités,
qui sont les capacités, ces gens qui ont voulu, eux, comme les aristocrates, mixer bourgeoisie marchande avant eux, atteindre les plus hautes marches du pouvoir et qu'on fait la révolution de 1848 pour obtenir eux aussi un droit de vote et pouvoir se placer dans les classes supérieures de la société. Ces gens-là étaient les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, les avocats, les notaires, des huissiers, des, de ceux qui sont devenus docteurs maintenant, tous ces gens-là qui se croient de la classe supérieure. Et ils ont fait des révolutions à chaque fois pour leur gueule, pas pour le peuple. Et ils l'ont fait pour obtenir, eux, des privilèges qui de leur dire, étaient pour eux mérités parce qu'ils avaient le poids de l'argent. C'est toujours cette même logique qui, qui est mise en avant dans les républiques. Donc aux gens de se renseigner sur la réalité de ce qu'est la République, sur la réalité de ce qu'est le DEM dans la démocratie, et pas écouter ceux qui transforment le DEM en demi et qui vous font accepter l'idée du coup d'un hémicycle, d'une représentation qui ne se fait que sur une, une demi-surface. Le DEM est un tout. Et le DEM est une surface dans laquelle les lois marchandes s'appliquent à tout le vivant. Après le demi, oui, c'est comme ça qu'ils nous ont embrouillés. En coupant la parole à 25, là comme on l'a vu, donc avec l'élection, à 25 millions d'individus. Donc en séparant le pays en deux, en privant la parole de la moitié du pays et de n'être représentant en minorité que d'une moitié qui acceptent d'être représentés par ces minorités-là et qui sont mises en place par des minorités encore plus infimes qu'eux. Car le deuxième tour, c'est ce qui nous enseigne, entre autres. Mais ce que nous enseigne le deuxième tour, c'est que les 24 millions donc, qui ont voté pour les trois premiers, qui sont partagés donc les voix sur les trois premiers candidats arrivés au premier tour, se sont reportés donc sur les deux candidats restants. Et que les 12 millions qui avaient voté pour d'autres candidats, 2 millions ont rejoint le choix entre Macron et Marine Le Pen. Et le grand nombre d'entre eux sont retournés dans la couche à laquelle ils appartiennent. Et quelque part, ils ont rejoint les abstentionnistes. Donc la majorité, elle n'est pas là où on croit. Il faut arrêter d'écouter, de croire des mensonges, de croire des connards qui se disent être censurés, qui se disent être shadowban, alors que clairement, il est facile de se rendre compte qui est opposition contrôlée, qui est shadowban, de qui ne l'est pas. Quand une mise à jour YouTube permet de voir facilement qui en a profité et qui n'en profite pas, repérez le petit ciseau qu'ils ont ajouté pour couper des extraits sur les vidéos et vous comprendrez que le mec, la chaîne qui obtient donc cette mise à jour, qui est soi-disant en bêta, ne profite qu'un grand nombre qui se disent censurés shadowban et qui ont un discours qui va dans le sens en réalité du pouvoir. Et que bizarrement, ceux qui n'ont pas cette option-là qui a été ajoutée automatiquement, soi-disant de manière aléatoire sur les comptes, bon, on la retrouve pas sur des comptes comme celui d'Idriss Aberkan, comme Olive qui ne l'a pas non plus, moi qui ne l'ai pas non plus, c'est sûr. Enfin bref, nombreux qui sont réellement dans la contradiction de ce système en place n'ont pas cette option, alors que beaucoup qui se disent de la dissidence ont cette option qui leur a été mise. Donc l'algorithme
la machine YouTube est suffisamment bien faite pour savoir à qui elle met cette option. Et elle va certainement pas mettre cette option-là à un compte qui serait Shadowban. Il faut à un moment donné essayer de réfléchir un petit peu plus loin que ce que les gens vous disent, car eux-mêmes sont inconscients des preuves que leur chaîne montre. À vous peut-être de vous poser certaines questions. Pourquoi lui il a cette option et pourquoi un tel il l'a pas? Quelle est la différence dans le discours? Quelle est la différence dans la position politique? Et vous comprendrez assez facilement qui est Shadowban, de qui il n'est pas, qui est soutenu par la chaîne YouTube, de qui il ne l'est pas, qui est mis en avant, de qui il ne l'est pas, qui a ses comptes trafiqués, de qui il ne les a pas, même s'ils prétendront que leurs compteurs sont trafiqués, n'y croyez nullement. À partir du moment où vous voyez que cette option a été ajoutée, c'est que leur compte apparaît dans les algorithmes YouTube comme des chaînes qui peuvent être mises en avant. Et comme je leur dis, l'algorithme est suffisamment bien fait pour pas faire profiter d'une nouvelle option à des comptes qu'on veut voir disparaître. Donc, quelque part, ça devrait vous aider à faire votre choix entre peut-être les comptes à suivre. Je dis pas de vous désabonner ou quoi, c'est pas mon rôle de dire ça, je m'en branle, les gens regardent bien ce qu'ils veulent, mais ne vous interdisez pas de penser, parce que la personne que vous voyez en image sur l'écran se dit de votre côté. Il y en a un autre qu'on voit se plaindre d'être censuré, d'être shadowban, et qui voudrait soi-disant amener les gens à s'éveiller et ainsi de suite sans apporter une autre solution que la philosophie qu'il apporte, même si sa philosophie peut être vue comme vérité, ses solutions, il n'en apporte aucune. Et qui se plaint de ne pas être suivi, mais quand on voit, je sais pas, personnellement, si j'étais si je voulais mettre en avant que j'étais un gilet jaune et que je demandais à ceux qui soutiennent les gilets jaunes de me soutenir à mon tour, je m'interrogerais sur l'importance de m'habiller, de démontrer que je suis de la gendarmerie, me montrer dans mon habit de gendarme et me dire proche et du même combat que les gilets jaunes. Il y a un truc qui va pas. Comment le gilet jaune qui s'est fait casser la gueule pendant 3 ans peut se sentir en confiance face à quelqu'un qui lui dit qu'il soutient et qui est en habit de gendarme? Alors qu'on a vu pendant plus de 2 ans les images de gilets jaunes se faire démonter la gueule par des gendarmes. Donc, enfin, je sais pas quoi, le mec à qui il parle, d'où il parle, je veux bien à un moment donné entendre l'intelligence de son discours, mais dans l'image que lui-même représente, dans son habit de gendarme, comment en tant que gilet jaune, je peux être incité à lui faire confiance, notamment quand j'entends cette personne menacer d'autres youtubeurs avec son habit de gendarme, habillé en gendarme, menacer un autre youtubeur qui a eu un propos qui lui a déplu et le menacer de venir lui casser les os. Donc quand tu es dans la dissidence et que c'est un gendarme par vidéo interposée qui te menace de venir te casser les os, et que ce même gendarme se dit représentant non, qui se dit soutenir les gilets jaunes, être dans le combat avec les gilets jaunes, comment les gilets jaunes peuvent, en conscience, aller vers un mec comme ça? Le mec, il était où il y a 5 ans? Il était où il y a 10 piges? Il était où pendant les gilets jaunes? C'est facile de dire j'étais avec les gilets jaunes. N'était-il pas avec un brassard rouge? En attendant, menacer quelqu'un quand on est gendarme, qu'on va aller lui briser les os, je sais pas, en tant que gilet jaune, je me poserais quelques questions tout de même.
Et lui, s'il était aussi intelligent, peut-être il réfléchirait à l'image que lui-même renvoie. Même si aujourd'hui il se radoucit, maintenant que le combat de Macron est terminé, on peut légitimement se poser la question de pour quel camp il travaille. Quand on fait des lives qui durent 10, 11 heures, on peut se poser la question, quand c'est des lives dans lesquels lui-même dit qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'est pas là pour débattre, donc sans débattre, faire un live de 10 heures, si ce n'est pas pour occuper le temps des gens, afin d'éviter qu'ils aillent chercher des informations et écouter des discours différents que le sien. Est-ce que ce n'est pas pour capter du temps de ces personnes qui se posent des questions en toute conscience et et qui aimeraient trouver des réponses dans les réflexions partagées avec d'autres, mais qui se retrouvent donc sur cette chaîne avec un mec qui flatte leur soi-disant intelligence, leur soi-disant entendement, alors que aucune solution ne l'aurait réellement apporté. Et quand on entend des discours, des mots qui résonnent proches des doctrines qu'on entend chez ceux de qui on n'a pas le droit de dire le nom. Je sais pas, à un moment donné, les gens doivent réfléchir.